Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo critique d'exposition dans laquelle on va traiter de l'exposition Espèces d'ours qui se tient actuellement à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris du 12 octobre 2016 au 27 juin 2017. C'est une exposition temporaire qui a un coût, comme toutes les expositions temporaires, et donc elle est tarifée à peu près 9 € pour les adultes, environ 8 € avec tarif réduit, et 7 € pour les enfants. C'est cher, certes. Mais il faut savoir qu'avec ce billet, vous avez le droit de visiter la collection permanente. Espèces d'ours, donc, c'est une exposition temporaire qui, comme toutes les expositions temporaires de la Grande Galerie de l'Évolution, sont au sous-sol de la Grande Galerie. C'est une expo qui est assez grande en soi et dont l'argument principal est de nous faire découvrir cet animal qui est à la fois très proche de nous mais dont on ne sait finalement pas grand-chose et d'explorer les diverses facettes que révèle ce symbole qu'est l'ours. L'idée de la scénographie de cette exposition est assez inspirée puisque l'on va parcourir 7 objets d'étude qu'est l'ours à travers 4 facettes. Tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un ours de manière biologique et physiologique et bref naturelle. Ensuite, assez intéressant, on va voir d'où viennent les ours, qui sont les ancêtres des ours, à quelle famille ils appartiennent. Et enfin, la partie 3 qui est vraiment, selon moi, le cœur de cette exposition le plus important et le plus parlant, qui est dévolu à tout ce qui est relation entre homme et ours. Quelle relation nous avons entretenue avec cet animal ô combien symbolique depuis les plus anciens temps de l'humanité. Enfin, quatrième partie qui est tournée vers l'avenir en faisant un bilan de ce qui menace l'ours, des mesures qui sont faites pour sa protection. Et bon, c'est une partie qui était à prévoir bien sûr dans cette exposition, mais qui m'a pour le coup moins emballé. Première chose que l'on remarque lorsqu'on entre dans l'exposition, c'est l'ambiance sonore qui est très travaillée et qui, grâce à des sons de nature, des bruissements de feuilles, des bruissements de ruisseaux et aussi des grognements d'ours, nous font rentrer tout doucement dans cet univers assez étranger et totalement naturel qui est celui de l'ours. Donc ça, petit travail d'ambiance notable. L'éclairage est assez sombre, mais ça n'empêche pas la lisibilité de l'exposition, des panonceaux et des modèles exposés. Et donc la première chose que l'on voit lorsqu'on entre dans cette exposition Espèces d'ours, c'est les ours. Voilà, alors il faut savoir que il y a 8 espèces d'ours dans le monde. Alors je vais pas vous faire une liste, mais grosso modo ils sont assez bien répartis sur le globe, c'est ce qu'on nous explique. Alors il y en a en Asie, en Amérique, en Europe bien sûr, sauf en Afrique, qui est le seul continent dépourvu d'ours. Donc la scénographie de cette première partie de l'exposition est assez intéressante puisqu'au centre de la pièce, on a ces 8 espèces d'ours qui sont disposées en une sorte de fleurs, je sais pas trop comment expliquer ça, avec des espèces de cases dévolues à chacune des espèces d'ours, dans laquelle il y a un animal empaillé. Alors à chacun de ces animaux est accolé un panonceau qui explique quel est cet animal, d'où il vient, quel est le nom de l'espèce bien sûr, quel est son régime alimentaire, quel est son statut de conservation actuellement, est-ce qu'il est vulnérable, est-ce qu'il est en danger, est-ce qu'il n'y a pas de préoccupation pour sa conservation. Donc de ce point de vue là, les panonceaux sont très bien rédigés, parfaitement compréhensibles par n'importe qui. Et c'est très bien, ils sont très complets, très bien éclairés, donc ça c'est bien. Ensuite sur les côtés de cet espace central, il y a plusieurs espaces thématiques, notamment un qui est dévolu à la morphologie des pattes de l'animal. Alors oui, il faut savoir que je ne suis pas du tout tourné vers les sciences naturelles. Vous m'excuserez les inexactitudes et les choses assez vagues, mais bon, c'est ce que j'ai compris de l'exposition qui, mine de rien, était assez clair pour que moi je comprenne. Et donc ces espaces-là sont dévolus à tout ce qui est comparaison entre la morphologie des oursidés et celle des autres mammifères les plus proches, donc notamment les félins par exemple, les canidés. Et il y en a un qui est dévolu à l'alimentation de l'ours, qui est un animal omnivore, rappelons-le. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment dès la première partie de l'exposition, on se rend compte que c'est très tourné vers tout ce qui est interactif, didactique et numérique. On notera par exemple la présence de plusieurs petits jeux comme des questions sur les ours auxquels les visiteurs peuvent directement répondre de manière interactive. Dans la grande tradition des expositions à la Galerie de l'Évolution, c'est quelque chose de récurrent, ce côté interactif. Et dans l'exposition elle-même, c'est quelque chose de très récurrent et qui parfois prend des formes assez intéressantes et qui moi-même m'ont vraiment titillé, enfin m'ont intéressé sur le sujet. Bon là c'était juste des boutons sur lesquels on appuie pour savoir si telle réponse est vraie ou pas, mais bon, quand même, c'est sympa. On a par exemple tout un volet dans cette première partie qui est dédié
aux bébés ours. Alors il faut savoir que les ours mettent très longtemps à devenir matures et qu'ils sont très dépendants de leurs parents pendant une longue période. Donc encore là, l'exposition fait le parallèle entre l'homme et l'ours, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain met très longtemps à devenir autonome. Mais le volet le plus impressionnant de cette première partie, enfin qui m'a le plus impressionné de cette première partie, c'est le volet qui est dédié à l'hibernation. Alors il faut savoir que les ours sont des animaux très particuliers, puisque déjà ils n'hibernent pas tous, mais ceux qui hibernent n'hibernent pas, ils hivernent. Alors qu'est-ce que ça veut dire hiverner? Alors hiverner, c'est un peu comme hiberner, sauf que si j'ai bien compris, ce n'est pas un sommeil très très profond comme peut l'être le sommeil d'une marmotte qui hiberne par exemple, mais quelque chose de bien plus léger. Il faut savoir que la température corporelle d'un ours par exemple qui hiberne est quasiment égale à sa température en temps normal. Elle baisse qu'un tout petit peu, ça doit être de l'ordre de 35-36 degrés. Ce qui est totalement différent des autres mammifères comme la marmotte justement qui, si je me souviens bien, baisse considérablement sa température corporelle pour atteindre quelque chose comme les 15 degrés. Et parce qu'elle est dans un sommeil bien plus profond et que son activité corporelle est bien moindre. Or chez l'ours, c'est pas le cas du tout. Et là, le coup de force de l'exposition, c'est de nous montrer ça le plus concrètement possible en nous mettant à disposition des sortes de plaques en fer peintes sur le... Alors les plaques sont assez basses, c'est-à-dire que encore une fois elles sont très accessibles pour les enfants et c'est encore une fois très instructif. Et alors sur ces plaques sont chauffées à 38 degrés pour nous montrer la température d'un ours en état normal, c'est-à-dire un ours en été. Et à côté il y a une plaque chauffée à 36 degrés, donc on remarque clairement en touchant à la main que c'est moins chaud, et cette plaque à 36 degrés correspond à la température d'un ours qui hiverne. Et en dessous on a la même chose mais pour une marmotte, donc pareil, une plaque à 38 degrés, et à côté une plaque glaciale glaciale quand on compare les deux, glaciale à 12 degrés. Et ça c'est vraiment intéressant puisque l'on nous montre concrètement comment hiverne un ours. Donc ça c'est le petit côté interactif qui dénote du reste et qui pour ma part m'a vraiment impressionné. Je trouve que c'était quelque chose d'assez original et tellement original que je m'en suis souvenu. Donc après cette première partie très riche, on enchaîne sur une deuxième partie qui est consacrée à l'histoire de l'ours en lui-même, l'histoire de l'espèce d'ours. Alors on nous explique qu'il y a 17 millions d'années, l'ancêtre commun à toutes les espèces d'ours s'est séparé en plusieurs espèces. La première à s'être séparée étant le panda, il me semble bien, donc le panda a une branche qui lui appartient. Et l'exposition, après, dans toute cette partie, nous explique avec une grande pédagogie comment se sont séparées ces espèces d'ours, où ont-elles migré, enfin où se sont-elles installées, pourquoi elles se sont installées là, et comment ça s'est fait dans le temps, cette évolution. Et tout ça est porté au regard du spectateur à l'aide d'infographies tactiles, notamment très riches, et d'infographies sous forme filmique, qui sont projetées sur les divers murs de cette partie, alors je me souviens d'une projection qui était assez longue, elle durait au moins 5 minutes, dans laquelle on nous explique clairement qu'est-ce qui s'est passé il y a 17 millions d'années et qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là, c'est-à-dire aux 8 espèces d'ours contemporaines. Encore une fois, le côté interactif très omniprésent de cette exposition. Et alors là, ce qui était vraiment impressionnant dans cette deuxième partie, c'était les 2 squelettes d'ours des cavernes mastoc. Ils étaient énormes et très impressionnants, et en position offensive, on va dire ça. Et on nous explique notamment à propos de ces ours des cavernes que c'était pas forcément des très gros prédateurs, et que mine de rien, ils n'étaient pas aussi dangereux que ce que l'on a tendance à se représenter dans les diverses représentations de la préhistoire. Donc cette deuxième partie était assez courte, tout ce qu'il faut en retenir c'est vraiment ces 2 ours des cavernes qui vraiment valent le coup d'œil tellement ils sont impressionnants, enfin moi ils m'ont beaucoup impressionné. Quelques ossements d'autres espèces d'ours anciennes, des griffes, des mâchoires, des crânes. Bref c'était sympathique, mais elle était mine de rien moins conséquente d'un point de vue contenu, je trouve, que la première partie. On enchaîne sur la troisième et vraiment la partie centrale de l'exposition qui est intitulée « Des ours et des hommes ». Donc, comme son titre l'indique parfaitement, il sera question dans cette partie de mettre en exergue
tout ce qui rapproche l'homme de l'ours. Et c'est parfaitement figuré dès l'entrée de cette partie, puisque on a une espèce de grand tableau dans lequel, en fonction que l'on soit dans cette position-là ou cette position-là, on voit un ours ou un être humain. Ours, être humain, bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Alors dans un premier temps de ce troisième volet, on nous montre que l'ours est décidément le double de l'homme sur bien des points. Alors déjà on nous montre plusieurs objets qui sont liés à l'ours d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des colliers en crocs d'ours ou des objets gravés à l'effigie de l'ours. On nous montre comment l'image de l'ours s'est ancrée dans les sociétés. Alors notamment il y a plusieurs présentations vidéo dans lesquelles on nous explique que par exemple chez les Ainu, ce peuple ancien du Japon, comment l'ours faisait partie intégrante de la société finalement, avec des images d'archives assez intéressantes et très parlantes. On a aussi plusieurs objets qui, pour la plupart, viennent du Quai Branly, donc. Et on a plusieurs, encore une fois, espèces de petits ateliers interactifs, thématiques, dans lesquels, par exemple, on se regarde dans un miroir et en fait, on se rend compte que dans le miroir, on est à la fois nous et un ours. Enfin, des choses comme ça assez rigolotes, mais bon, sur lesquelles on peut passer. Et notamment, juste après ça, on voit, on nous explique pourquoi la grande ours s'appelait la grande ours. Alors moi je ne savais pas, enfin je m'étais jamais posé la question vraisemblablement. Mais en fait ça vient d'un conte inuit dans lequel on raconte que 3 chasseurs, donc les 3 étoiles qu'on voit au bout de la queue de la casserole, 3 chasseurs donc sont partis chasser un ours, donc l'espèce de rectangle losange de la constellation, sont partis chercher un ours et qu'ils se sont égarés et qu'ils ont fini en étoile. Bon, ouais. Et là encore, il y a une espèce de petite scénographie intéressante, interactive et tactile qui nous montre, lorsqu'on tourne une roue, comment les diverses étapes de la création de cette constellation. Ça c'était plutôt intéressant et ça m'a appris quelque chose. Ensuite, cette longue troisième partie qui se présente sous la forme d'un couloir est assez bien scénographiée puisque l'on nous montre déjà donc comment on représentait l'ours dans les temps les plus anciens de l'humanité, c'est-à-dire néolithique, mésolithique, paléolithique. Comment les hommes des cavernes... Alors là, j'ai été très impressionné puisqu'il y avait beaucoup d'objets tirés de fouilles, de fouilles de sites néolithiques, donc. Et là encore, on voit vraiment que ça fourmille dans l'imagination de ceux qui ont conçu cette exposition, puisqu'on a une espèce de grand mur sur lequel il y a des dessins pariétaux, donc tout ce qui est Lascaux, Grotte Chauvet, tout ça, dans laquelle on est invité à prendre une espèce de lampe torche qui balance une lumière violette, et lorsque l'on passe notre lumière violette sur ce mur, on voit apparaître des motifs d'oursidés qui n'étaient pas visibles avant. Et ça, c'est encore une fois, c'est assez impressionnant, et j'ai vu plusieurs enfants s'amuser avec ça, à chercher où est l'ours, où est l'ours sur cette image, donc ça c'était vraiment pas mal. Ensuite on avance dans ce couloir et on avance dans le temps, on arrive au Moyen-Âge, à l'Antiquité pardon, où on nous montre plusieurs représentations, donc tout ce qui est historique de l'ours, et pareil pour le Moyen-Âge, on nous parle des montreurs d'ours, des pièges à ours, on nous expose un piège à ours, des choses comme ça, donc tout ce qui est relation humain-ours, très intéressant à creuser, il y a plein de choses à regarder. Tout un volet dédié à la héraldique, c'est-à-dire la science des blasons, l'étude des blasons. On voit que finalement beaucoup de blasons ont été attirés par ce symbole de l'ours puissant et noble. Et on a tout un volet avec plusieurs précisions sur tel blason appartenait à telle famille, pourquoi l'ours, voilà, ça c'était pas mal. Et on finit inévitablement cette partie par les ours en peluche, donc tout ce qui est teddy-bear. On a une magnifique vitrine ronde et pleine de petites étoiles, de petits trucs totalement kawaii, mignons, tout ce que vous voulez, dans laquelle on a mis plusieurs livres pour enfants traitant de l'ours, avec des personnages ours dedans, des ours en peluche de toutes les sortes, des bisounours, des choses comme ça. Donc, pour nous montrer encore une fois ce lien très puissant entre nos deux espèces. Donc vraiment c'était pour moi la partie la plus riche de l'exposition et vraiment la plus intéressante. On finit sur la 4e partie qui est dévolue à quel avenir pour l'ours, quels sont ses impératifs de conservation, pourquoi ce sont des espèces qui sont en danger aujourd'hui, notamment alors il y a toute la question des ours des Pyrénées qui est évoquée, et la chose la plus rigolote c'est dramatique en soi, mais la chose la plus rigolote de cette partie c'est
le fameux ours Cannelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'était en 2006, une histoire qui a fait grand bruit, donc c'est cet ours, donc espèce protégée, qui a été abattu par un berger ou quelque chose comme ça, un chasseur dans les Pyrénées. Ça avait fait scandale, bien sûr, puisque, voilà, pour diverses raisons. Et bien, cet ours-là, Cannelle, était, à ma grande surprise, je ne savais pas du tout, était empaillé ici et montré aux côtés d'autres ours des Pyrénées qui ont chacun, alors c'est dramatique, c'est d'une tristesse sans nom. Et à chacun, on a leur petit nom. Tel ours s'appelait machin, bah là c'était l'ours Cannelle, voilà. Ça, c'était le côté un peu tristounet de l'exposition. Et un peu démoralisant, on va pas se mentir. Sinon, la plupart des murs de cette quatrième partie de l'exposition étaient consacrés à tout ce qui est information très factuelle sur la conservation de l'ours aujourd'hui, des cartes, des données statistiques, des choses comme ça. Bon, je pense pas que ça intéressera le plus grand nombre, on va pas se mentir. Mais c'était important et c'était totalement légitime de mettre ça à la fin de l'exposition et de présenter ça aux spectateurs, puisque mine de rien, c'est vraiment, ça doit nous parler quel est le rôle aujourd'hui des ours dans notre société et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de l'animal, est-ce qu'on l'accepte parmi nous. Voilà. À noter une petite salle de projection dans laquelle on nous présente un épisode de Dessous des cartes donc de Jean-Christophe Victor, l'émission une des émissions phares de France 5, non, d'Arte, pardon. Mais le petit truc intéressant, le petit bonus de la fin de l'exposition, c'est que l'on nous présente un petit jeu de pistes qu'ils ont organisé dans le Jardin des Plantes à la recherche des ours, c'est-à-dire que concrètement, on va chercher plusieurs statues, plusieurs représentations de l'ours qui jonchent véritablement ce jardin parisien. Et c'est assez intéressant, encore une fois, puisque ça nous montre que la représentation et le symbole de l'ours est omniprésent. Alors, petit bilan sur cette exposition Espèces d'ours. Alors pour ma part, c'est une exposition que je n'attendais pas, que j'ai visitée par pure curiosité, même si j'aime beaucoup la Grande Galerie de l'Évolution, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allé. Et j'ai été très agréablement surpris. Pourquoi? Parce que c'est une exposition qui est très conséquente dans ce qu'elle présente, qui est très exhaustive et très didactique, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose de pas indigeste, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est bâti pour un public très large, qu'il soit enfant ou adulte ou personne plus âgée, ça n'a pas d'importance, ce sujet intéressera tout le monde, si vous voulez mon avis, et doit intéresser tout le monde, puisque, mine de rien, on prend le parti de nous sensibiliser plus sur la question et de nous en apprendre plus sur cet animal qui reste proche de nous et, comme on le voit toujours ces temps-ci dans les médias avec ces histoires d'ours des Pyrénées, des choses comme ça, de panda même, qui est vraiment omniprésent partout sur internet. Vous voyez un panda, vous voyez un ours tout le temps, partout. C'est quelque chose qui compte pour nous, qui est important. Je pense que c'est une exposition importante. L'exposition est bien éclairée, les informations sont claires et précises, elles sont pas trop riches et trop omniprésentes. Et elle reste accessible pour tous, encore une fois. Tout ce qui est externe à l'exposition est bien sûr très fouillé, donc vous ne manquerez pas les dizaines et dizaines d'ours sous toutes les formes, qui sont en peluche, en stylo, en livre, tout ce que vous voulez dans la boutique de la Grande Galerie. Et encore une fois, ce jeu de pistes qui, pour ma part, j'ai trouvé très intéressant et assez sympathique. Le seul bémol pour moi, ça restera vraiment le prix de l'exposition, qui est un petit peu prohibitif, mais bon, vu la qualité de la scénographie, de la muséographie, des pièces exposées et la richesse des informations et des objets exposés et leur variété, je pense que ce prix est vraiment justifié. À savoir que cette exposition, je ne sais pas du tout si c'est un pur hasard du calendrier ou c'est quelque chose de voulu, fait irrémédiablement écho à une autre exposition qui se tient au musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, qui est dévolue à tout ce qui est ours préhistorique. Voilà, vous trouverez très facilement toutes les informations nécessaires à cette autre exposition que pour ma part je n'ai pas visité encore. D'ailleurs peut-être que j'irai très prochainement, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas à aller voir des ours au musée Homme d'Histoire Naturelle à Paris, à la Grande Galerie de l'Évolution. A bientôt. On ne part